Monsieur Manon est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie, a enseigné la philosophie politique à l'école des hautes études en sciences sociales. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a publiés, je vous propose aujourd'hui notamment le tout dernier qui date de cette année, La loi naturelle et les droits de l'homme. Je pense que nous sommes vraiment au cœur de nos sujets. Et aujourd'hui, M. Manon consacre sa réflexion à la question de la nation et à la place du christianisme dans la vie européenne. Comme hier, possibilité de poser quelques questions par SMS sur le numéro qui s'affichera sur l'écran tout à l'heure. Je vous cède dès à présent la parole. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je dois vous corriger. Je ne vais pas traiter du tout le sujet que vous avez annoncé. Je vais traiter le sujet qui m'a été demandé par Ludovine de la Rochère et la Manif pour tous, que je remercie vivement de m'avoir invité ce matin. Je suis très heureux de me trouver parmi vous. Le sujet donc que j'ai été invité à traiter devant vous, c'est quelles limites pour notre société? Cette question est sans doute celle qui rassemble les enjeux les plus urgents et les plus graves de notre vie commune aujourd'hui. Et bien sûr, la gravité et l'urgence des enjeux font désirer des réponses simples et claires, immédiatement convaincantes, pour ainsi dire irrésistibles. C'est d'ailleurs parce qu'elle permet de simplifier radicalement toutes les questions que la philosophie des droits humains, en elle-même fort respectable, est devenue aujourd'hui parmi nous une idéologie politique et sociale qui ne souffre ni critique ni réserve. Si cependant nous ne voulons pas sacrifier des pans entiers de notre être social et moral en nous abandonnant à la revendication aveugle des droits illimités, il nous faut élaborer une approche plus modeste et plus scrupuleuse des principes qui doivent guider notre action. Je voudrais donc vous proposer quelques remarques, que j'espère modestes et scrupuleuses, quelques remarques pour baliser le chemin vers une société attachée au bien commun, non moins qu'aux droits des personnes. Ma première réflexion portera sur la place ou le rôle de la loi dans notre société. Jamais société humaine n'avait produit autant de lois. Chacun le sait, chacun en gémit. Jamais autant d'éléments de notre vie n'avaient autant dépendu directement de la loi, qu'il s'agisse d'autoriser ou d'interdire. Quand nous ouvrons les yeux chaque matin, nous sommes assurés d'apprendre bientôt qu'une nouvelle autorisation ou une nouvelle interdiction a pris force de loi. Je viens de souligner que notre vie dépend de plus en plus directement de la loi. Ce qui était auparavant réglé par les mœurs et par les manières, comme le commerce social entre les hommes et les femmes, relève de plus en plus immédiatement de la loi aujourd'hui. Plus frappant encore, nous l'avons vu tout récemment, on pense parmi nous que la vérité historique est en danger ou n'est pas vraiment reconnue si on la laisse à la compétence des historiens et à l'honnêteté de l'opinion informée. On réclame qu'elle soit protégée par la loi et même solennellement déclarée par la plus haute autorité de l'État. Bref, désormais, aucun aspect de notre vie commune n'existe réellement à nos yeux s'il n'est pas inscrit directement dans la loi. Nous n'avons plus aucune confiance dans les libres mouvements de notre nature sociale. Tout ce qui importe, et même beaucoup qui n'importe guère, doit être inscrit noir sur blanc dans la loi. Or, et ici se noue un aspect principal de notre situation, cette loi change de plus en plus rapidement. Nous n'avons pas eu le temps de commencer à évaluer les effets et conséquences d'une loi qu'une nouvelle loi est en route. Ce changement toujours plus rapide de la loi, ce zèle infatigable pour produire des lois toujours nouvelles, tout cela va à l'encontre de la raison même de la loi, de la raison d'être de la loi, qui est de régler la vie sociale et la manière dont chacun de nous y prend part, ce qui suppose qu'on laisse à la loi le temps de devenir une habitude sociale et personnelle. La loi contribuant puissamment à donner forme à la vie commune, et aujourd'hui plus que jamais, comment peut-elle remplir ce rôle éminent si elle change sans cesse, si nous savons que la loi dont les décrets d'application n'ont pas encore paru est déjà en sursis? Le législateur justifie évidemment son zèle réformateur par les exigences du progrès, comme si l'amélioration de la vie commune dépendait exclusivement de la loi.
en tout cas, le principe de stabilité est devenu parmi nous un principe de changement, un changement toujours plus rapide. Le principe d'ordre est devenu un principe, sinon de désordre, du moins d'incertitude et donc d'anxiété. Ces inconvénients se font particulièrement sentir quand l'objet de la loi concerne de plus en plus des domaines de la vie humaine dont les règles, sans être immuables, étaient restées largement stables au long des générations. C'est le cas, bien sûr, du domaine de la famille dans ses différents aspects. Assurément, les lois concernant le divorce, les rôles respectifs de la femme et du mari, les règles de filiation et de succession ont considérablement changé au cours des siècles. Cela est vrai, et c'est un argument volontiers employé aujourd'hui par beaucoup de personnes raisonnables pour accorder un préjugé favorable à tout projet d'une nouvelle loi en ces matières, ou en tout cas pour ne pas prendre au sérieux les inquiétudes de ceux qui souhaiteraient mettre des bornes au changement. Et l'argument de ces personnes raisonnables, je pense ici à certains de mes collègues, l'argument court à peu près ainsi. Vous avez accepté, nous disent-ils, plus ou moins de bon gré, mais enfin, vous avez accepté le divorce, qui est contraire au principe de l'ordre familial traditionnel en Europe. Pourquoi avez-vous marqué subitement une telle opposition au mariage pour tous, qui, du reste, ne concernera jamais qu'un petit nombre de sociétaires, alors que le divorce ou le non-mariage concerne aujourd'hui une majorité de couples? C'est un argument sérieux qui mérite une réponse un peu rigoureuse. Quelle que soit notre idée de l'homme, religieuse ou non, spiritualiste ou matérialiste, nous devons accorder que la société humaine est devant une nécessité impérieuse. Elle doit encourager la mise au monde de nouveaux êtres humains et organiser la relation de ceux-ci avec leurs géniteurs et, en général, ceux qui les ont précédés sur la terre. Opération infiniment complexe, lourde de mystères redoutables, source des plus grands bonheurs comme des plus grands malheurs. Opération dont la composante biologique et charnelle est essentielle, dans le couple en puissance d'enfants, bien sûr, mais aussi dans les relations entre les générations, entre, je dirais, la jeunesse et la vieillesse, entre la chair qui fleurit et la chair qui se flétrit. Ainsi, dans sa définition la plus élémentaire, la famille est cette association spécifique qui organise la fécondité de la différence sexuelle et règle la succession des générations. Le sens de cette association achève son déploiement dans l'expérience de la filiation, échange, si j'ose dire, trinitaire entre le père, la mère et les enfants. Le divorce perturbe gravement cet échange, assurément. Il préserve cependant les relations respectives du père et de la mère avec les enfants, et dans cette mesure, une certaine attache du père et de la mère dans le souci partagé des enfants. Il entame plus ou moins gravement le lien entre conjugalité féconde et parentalité durable. Il ne l'annule pas, comme le fait la loi dite du mariage pour tous. Cette loi nous a obligés à poser dans toute son ampleur et gravité la question suivante. Le lien jamais contesté jusque-là entre la loi et la nature, entre l'institution du mariage et le couple naturellement fécond, ce lien est-il essentiel à l'intégrité de la société familiale et à l'accomplissement de ses fonctions? S'il ne l'est pas, pourquoi ne pas détacher l'un de l'autre l'entretien, le soin et l'éducation des enfants d'un côté, la filiation biologique de l'autre, de manière à satisfaire à la fois aux besoins sociaux et aux choix de vie individuels? Pourquoi une personne dont le mode de vie ne comporte pas la possibilité d'un acte naturellement reproducteur ne pourrait-elle pas concevoir et satisfaire ce que l'on appelle parmi nous un projet parental? L'expression de projet parental, tout récemment employée, je crois, par le président de la République lui-même, me semble trahir la faiblesse de la démarche qu'elle entend légitimer. Lorsqu'on parle de projet parental, on parle évidemment d'autre chose que du projet de former un couple susceptible d'enfanter. On se propose au contraire
de détacher délibérément et radicalement le soin et l'affection donnés à un enfant des conditions de son enfantement. Alors on ne contestera pas, je ne contesterai pas en tout cas, la frustration que peuvent éprouver des personnes dont le mode de vie exclut l'appartenance à un couple naturellement fécond. On ne saurait cependant, je crois, en tout cas je ne voudrais pas confondre cette frustration avec la douleur d'un couple normalement fécond, mais si j'ose dire, accidentellement infertile et qui désire adopter un enfant. Dans ce dernier cas, l'enfant adopté rejoint le couple qui aurait pu, ou qui en tout cas voulait, non pas seulement avoir cet enfant, mais le concevoir et l'enfanter. L'adoption, dans ce cas, répare une défaillance du parentage naturel tout en confirmant le principe. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose dans le cas du projet parental que l'on veut ouvrir à de plus en plus d'ayants droit. Quoi qu'on pense d'ailleurs du projet lui-même, du moins l'adjectif parental ne saurait lui être appliqué pour le qualifier ou le spécifier. On l'applique en effet ici de manière parfaitement arbitraire à une relation qui, aussi sincère et bienveillante qu'on la suppose, ne saurait recevoir la consécration d'un terme qui désigne une relation que précisément ce projet exclut. Le désir d'enfant n'est pas un atome psychique qui pourrait être séparé de la teneur habituelle de la vie de la personne et fournir ainsi la base d'un droit à l'enfant qui vaudrait indépendamment de toute autre considération. On peut fort bien accorder à tous les modes de vie une considération égale, un respect égal. Mais précisément, chaque mode de vie est ce qu'il est. Comme toutes les choses humaines, il a ses caractéristiques propres qui lui donnent sa forme propre qui justifie sa demande d'une égale considération. En réclamant un droit à l'enfant tout en conduisant un mode de vie qui, pris en lui-même, exclut radicalement l'enfantement, on déclare d'une certaine manière l'incomplétude du mode de vie que l'on voulait installer dans la plénitude de ses droits. Ce qu'on réclame en vérité, ce n'est pas un droit égal, mais un droit fort inégal, ou plutôt, si j'ose dire, un privilège de prise sur un bien humain particulièrement précieux auquel on n'accepte pas de devoir renoncer, quoique notre façon de vivre l'exclue. En le séparant de l'enfantement, on fait de l'enfant une chose à notre usage. On l'aimera sincèrement, on en prendra soin, on voudra souvent mieux faire que les parents naturels, qui parfois aiment peu ou aiment mal, nous le savons. Mais on aura déchiré le tissu de l'humanité, le lien. Je veux dire par là, très précisément, le lien entre les droits que l'on revendique et la forme de vie que l'on conduit. Je viens de le souligner. Les décisions législatives récentes, celles que l'on annonce ou que l'on envisage, font violence au sens le mieux établi de certains termes cruciaux du langage commun. On force la loi, les institutions publiques et finalement chacun de nous à parler un langage artificiel qui, en dérangeant le rapport des mots aux choses, nous fait tous participer à un exercice d'hypocrisie collective auquel il est impossible de se soustraire sans risquer, vous le savez, sans risquer, vous le savez, de perdre, sinon son honneur, du moins son crédit de bon citoyen. Le législateur, les gouvernements successifs semblent indifférents aux conséquences pour la vie sociale d'un langage officiel et obligatoire, de plus en plus séparé de la très longue expérience qui a donné aux mots leur sens. Une fois que l'on a décidé de jeter aux orties la référence normative à la famille naturellement féconde et que l'on prétend donc donner aux mots mariage, parents, filiation un sens tout autre que le sens sédimenté à nœuds par l'expérience et l'aveu unanime d'innombrables générations et d'innombrables civilisations, on jette la vie sociale dans une incertitude, une opacité, un arbitraire qui seront bientôt irréversibles. Bientôt, si le législateur ne se réveille pas de son ivresse, le conditionnement biotechnique et les artifices juridiques
permettront d'introduire dans le monde des enfants détachés de toute référence à la famille naturelle, livrant ainsi ces derniers, ces enfants, à un vertige d'incertitude et de perplexité qu'aucun effort personnel ou social ne sera capable de surmonter. Qu'une société qui se vante de sa rationalité et de son humanité puisse envisager sérieusement d'ouvrir les voies juridiques et techniques vers une filiation sans père, par exemple, suggère que nous sommes puissamment tentés de transgresser une limite que je dirais une limite sainte. Ne pas connaître son père, grandir son père est un malheur. Comment qualifier alors le projet collectif de produire délibérément cette situation au nom d'un droit à l'enfant, d'un couple de femmes ou d'une femme seule? En vérité, nous jouons avec la nature humaine ou nous nous jouons d'elle. Nous avons décidé de la livrer à une volonté qui ne saurait vouloir le mal, pensons-nous, puisque c'est notre volonté, ce qui est la définition même de la tyrannie. Nous avons, en somme, décidé d'être désormais les tyrans de nous-mêmes, les tyrans de notre nature, comme nous le sommes depuis longtemps de la nature qui nous entoure. Pourquoi sommes-nous si imprudents? Pourquoi et comment nous sommes-nous engagés sur une pente qui nous entraîne vers un monde social où les éléments les plus délicats et les plus précieux de notre nature sont livrés à l'arbitraire des désirs, à la concurrence des droits et à l'intervention des techniques les plus invasives et les plus indiscrètes? Je ne pense pas que ceux que je critique aujourd'hui si vivement soient indifférents au bien des êtres humains. Je sais en tout cas qu'ils ont la conviction d'être, si j'ose dire, à la pointe de la bienveillance humaine et, comme ils ne cessent de nous en assurer, à la pointe du progrès social et moral. Comment alors expliquer que, partageant la même humanité, nous comprenions aujourd'hui le bien humain de manière non seulement différente, ce qui ne serait rien, mais clairement et nettement opposée? Et je voudrais, dans la seconde partie de mon propos et la fin de mon propos, esquisser une explication de cette étrange situation, et je suis pour cela conduit à quelques réflexions d'ordre directement politique. Si l'on regarde les développements récents d'un point de vue politique, on est frappé de l'extraordinaire rapidité avec laquelle la revendication de l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe s'est répandue et imposée à toutes les sociétés et à tous les gouvernements occidentaux, alors qu'elle n'était portée, jusqu'à il y a peu encore, que par une minorité de minorités. Et comme l'on sait, à intervalles plus ou moins réguliers, une minorité inédite, encore plus ténue, et jusque-là entièrement invisible, impose ses revendications sans rencontrer, pour ainsi dire, aucune résistance. Pourquoi ces revendications sont-elles à ce point irrésistibles, à ce point, si j'ose dire, infaillibles? À cette question, une seule réponse me semble possible. Ces revendications sont irrésistibles et infaillibles précisément parce que ce sont des revendications de minorité. La minorité qui lutte pour ce qu'elle appelle son droit ou ses droits est nécessairement, à nos yeux, dans son droit. Elle a nécessairement raison. Elle n'accepte pas d'entrer dans un débat ou un échange des arguments. Les arguments de l'autre partie ne sont pas réfutés. Ils ne sont simplement pas pris en considération. Puisque ce qu'elle appelle son droit ou ses droits n'est pas reconnu par la loi ou l'État social, la minorité concernée ne saurait débattre avec un interlocuteur éventuel qu'après que l'injustice criante qu'elle pense subir aura été rectifiée. Et une fois que la loi ou l'État social ont été rectifiés à sa satisfaction, elle n'a aucune raison, évidemment, de débattre avec ses critiques que la nouvelle loi ou le nouvel État social ont mis dans leur tort. Bref, la minorité ne saurait débattre ni quand elle est insatisfaite, ni quand elle a été satisfaite. Il faut avouer que nous nous trouvons dans une bien étrange situation lorsque la minorité qui prend la parole est toujours nécessairement dans son droit ou a toujours raison sans avoir besoin d'argumenter. La situation apparaît encore plus étrange si nous prenons en considération l'histoire politique moderne. Le ressort du mouvement démocratique a longtemps résidé dans le ferme propos, en vérité dans la volonté souvent passionnée
d'organiser et de garantir le pouvoir du peuple, en pratique celui de la majorité de la population, afin que celle-ci puisse obtenir un gouvernement conforme à ses intérêts et à ses vœux. Dès lors, aux yeux des observateurs impartiaux de la démocratie, le danger encouru par notre régime résidait dans ce que Tocqueville appela la tyrannie de la majorité. Il importait donc de veiller aux droits des minorités et libertés, aux droits et libertés des minorités, que ces minorités fussent nationales, sociales, religieuses ou d'opinion. Aujourd'hui, et c'est le professeur Philippe Reynaud, je crois, qui fut un des premiers à le souligner, aujourd'hui c'est bien plutôt une tyrannie des minorités qui nous menace ou déjà nous afflige, et rares parmi nous sont ceux qui se soucient des droits de la majorité. Comment comprendre ce renversement? Comment comprendre ce renversement? Avec le mouvement démocratique du XIXe siècle et de la plus grande partie du XXe siècle, je viens de le rappeler, il s'agissait d'obtenir que l'institution politique légifère et gouverne dans le sens des vœux et des intérêts du plus grand nombre. Ces vœux et intérêts étaient ceux de groupes sociaux ou de classes sociales. Ce qui était au centre de l'attention, c'était la forme de la vie commune, c'étaient les biens collectifs dont celle-ci est composée. Dans la dernière période, le sens même de ce que nous appelons démocratie a décisivement changé. Il ne s'agit plus principalement de chercher les biens collectifs ou le bien commun. Il s'agit plutôt, nous le savons bien, de garantir les droits de chacun et de tous, droits attachés à l'individu comme tel, c'est-à-dire à l'individu séparé. Les revendications des groupes et des classes pouvaient être virulentes. Elles pouvaient même présenter, notre histoire en témoigne, des aspects violents. Elles entraient nécessairement dans une conversation sociale et politique qu'elles nourrissaient. Bref, ces revendications s'exprimaient avec des arguments, parfois un grand luxe d'arguments. Voyez la richesse du débat social dans les pays européens entre le début du XIXe siècle et les années 60 du XXe siècle. Au contraire, aujourd'hui, la revendication des droits individuels est, je ne dirais pas bien sûr sans parole, mais elle se passe d'arguments. Comme je le notais il y a un instant, elle vaut par elle-même, elle est infaillible par construction. Si ce droit est essentiellement attaché à l'individu, il échappe naturellement à l'échange social et l'individu est le seul juge. Si je dis que c'est mon droit, eh bien, c'est mon droit. Pourtant, dira-t-on, nul homme n'est une île et les minorités qui réclament leurs droits parmi nous forment des collectifs qui s'organisent comme tels. Cela est vrai, mais les minorités sexuelles, comme on dit aujourd'hui, sont des collectifs d'une espèce particulière. Elles ne sont pas définies par leurs conditions sociales, elles ne sont pas définies par leur mode de participation à la vie commune, mais par le rapport de chacun de leurs membres à son désir le plus personnel. Dès lors que la société s'organise de plus en plus exclusivement sur la base des droits individuels, il est difficile d'éviter que le désir individuel réclame ce qu'il appelle ses droits. Notions et démarches qui n'avaient pas lieu d'être quand régnait l'autorité incontestée d'une forme de vie majoritaire et que les désirs dissidents étaient plutôt soucieux de se satisfaire que de se déclarer. Alors, je ne sous-estime pas, bien sûr, les duretés, voire les cruautés de cet ancien régime de la majorité autoritaire. C'est cependant avec les maux ou les dangers du présent que nous avons aujourd'hui à faire. Le plus grand danger réside, me semble-t-il, dans la disparition d'une forme de vie légitime dont l'autorité est en quelque sorte acceptée par ceux-mêmes qui vivent autrement. Ce n'est pas seulement une question de stabilité sociale, aussi importante que soit cette considération. Il importe que la vie commune garde un sens partagé, même si les sociétaires lui sont attachés avec des intensités et selon des modalités fort diverses. Il y a la loi, il y a les mœurs, il y a les manières,
il y a les idées et les opinions, il y a les sentiments et les passions. De tout cela naît un esprit commun porté par une forme de vie commune. Cette richesse et souplesse sont perdues. Cette richesse et souplesse sont perdues quand il n'y a plus dans l'espace public que la loi d'un côté, les droits de l'autre, et que le seul sens et la seule finalité de la loi sont de garantir les droits égaux des sociétaires pris un à un, chacun dans l'intimité de sa relation à soi. Si les droits individuels sont venus occuper tout le champ de la revendication sociale, s'ils sont devenus le critère presque exclusif d'évaluation des sociétés et des régimes, au risque de nous faire perdre cet élément vital d'orientation et d'éducation qu'est une forme de vie largement partagée et acceptée, c'est aussi sans doute, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est aussi sans doute que cette forme de vie commune, s'est étiolée parmi nous, que cette forme de vie commune a perdu une bonne part de son sens aux yeux même de ceux qui la défendent encore. De sorte que notre surprise, notre inquiétude, parfois notre angoisse, au spectacle de l'imprudence des changements engagés ou envisagés, doivent être accompagnés, je dirais, du souci aussi modeste que résolu de retrouver, quant à nous, une conscience plus vive, plus instruite, et j'oserais dire plus sincère, des références sociales et morales dont nous déplorons, à juste titre, la perte. En tout cas, et je conclurai ainsi, puisque le gouvernement envisage, dit-on, de légiférer, qu'il ne perde pas de vue ce point que j'ai voulu principalement souligner. Plus on s'éloigne de l'enfantement et de la filiation définie et réglée à partir de l'expérience d'unité physique, spirituelle et sociale d'un couple fécond, plus on s'éloigne de cette référence, plus on élargit, en même temps que l'espace des possibilités, le domaine de l'incertitude et de l'anxiété qui s'attache à l'incertitude. On peut décomposer un élément biotechnique et juridique toujours plus ingénieux, cette unité de sens et de vie. Le puzzle d'une humanité ainsi dispersée ne pourra plus jamais être reconstitué, même en abusant, en utilisant abusivement des termes sacralisés par l'expérience même dont on rejette le caractère normatif. Le gouvernement a sans doute à cœur la cohésion sociale que tant de facteurs fragilisent aujourd'hui. Ce serait, je crois, de sa part, une imprudence politique majeure. Je ne parle pas d'imprudence électorale, je parle d'imprudence essentielle en quelque sorte, d'imprudence politique au sens le plus prégnant du terme. Ce serait une imprudence politique majeure de vouloir priver de toute valeur normative une association et une opération naturelle qui, aussi affaiblies qu'elles soient, restent et resteront la forme de vie choisie ou suivie par la très grande majorité de la population. La multiplication des divorces et des non-mariages ne change rien au fait que la plupart des enfants naissent et naîtront dans des couples formés par un homme et une femme, un père et une mère. Quel sens cela a-t-il de s'acharner à relativiser cette forme de vie qui nous rassemble au profit d'exercices de parentalité et de filiation qui, de quelque manière qu'on les juge, resteront toujours extrêmement minoritaires. Bref, cette majorité-là, fort ancienne, semble devoir durer longtemps encore. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'encouragement. La nature humaine, si j'ose dire, s'en charge. Il suffit au gouvernement de ne pas trop la décourager. Je vous remercie. Merci.
Je vous remercie, ça ne se passait pas comme ça dans mes séminaires, mais j'apprécie la différence. Merci beaucoup, M. Manin. Alors, résumer en quelques mots tout ce que vous nous avez délivré est un exercice bien périlleux auquel je me risque cependant. Périlleux parce que chaque mot de ce que vous avez dit est si important, non seulement parce que vous l'avez prononcé, mais aussi parce que dans ce que vous avez déclaré, vous lui avez donné son vrai sens. Et c'est malheureusement ce qui manque souvent. Nous retiendrons évidemment la problématique des droits individuels et de la façon dont les minorités ou les minorités de minorités, parce que nous savons aussi que parmi les personnes homosexuelles, une très faible minorité est demandeuse pour le mariage pour tous, ou la PMA ou la GPA. Donc qu'il s'agisse des personnes homosexuelles qui ne sont pas demandeuses ou qu'il s'agisse des personnes qui sont opposées à ces projets, le problème c'est d'être une majorité silencieuse, librement consentie ou en ayant le sentiment, et c'est ce qui nous fait réagir aujourd'hui. Pour le reste, le rapport des mots aux choses, évidemment, et l'hypocrisie collective qui en résulte est un point que nous ne devons pas négliger. Et enfin, pour conclure, en ce qui nous concerne ici, évidemment, la tyrannie des minorités est quelque chose contre quoi nous luttons au quotidien et nous continuerons de lutter. La première question que je vous propose au cours des quelques minutes qui nous restent est la suivante. Le droit à l'objection de conscience n'est-il pas ou ne devrait-il pas être le premier droit individuel ? Bon. C'est une question très intéressante et oui. D'abord, c'est pas tellement la notion d'objection qui, encore que, elle aussi mériterait un développement, mais c'est la notion de conscience. Il faut voir de quelle notion de conscience l'on part. Donc, la notion, je dirais deux choses, n'est-ce pas ? La notion d'objection de conscience suppose une notion déjà claire et complète de la conscience. Parce qu'aujourd'hui, on utilise toujours le mot de conscience pour évoquer le sentiment intérieur de chaque personne. Et vous savez que quand quelqu'un est mis en cause dans l'espace public, il dit toujours « j'ai ma conscience pour moi ». Donc, c'est le rapport de soi à soi, le sentiment subjectif, et d'une certaine façon, cette conscience-là, elle est au principe aussi des droits subjectifs, c'est-à-dire des droits de chacun à faire valoir ce qu'il sent vrai, n'est-ce pas ? Et si l'on a cette notion de conscience comme droit de la subjectivité à faire reconnaître ce qu'elle sent qui lui est propre, eh bien, on ne peut pas construire une notion stricte d'objection de conscience parce qu'il n'y a pas de règle qui pourrait justifier à quel moment on fait objection et à quel moment on ne fait pas objection. Donc, la notion de conscience d'objection de conscience réclame une idée complète de la conscience telle qu'elle a été élaborée. D'ailleurs, il faut ajouter exclusivement, c'est un point que je souligne souvent, la notion complète de ce que nous appelons la conscience a été élaborée en contexte chrétien. Même les auteurs païens dont les chrétiens se sentent les plus proches ou qu'ils ont le plus utilisé, comme Platon ou Aristote, ignorent la notion complète de conscience, c'est-à-dire d'un tribunal intérieur qui, lorsque la conscience est suffisamment instruite et exercée, et que son dictamen, que son commandement en quelque sorte, que son jugement est obéi en quelque sorte, dans ce tribunal intérieur, l'être humain dont la conscience est exercée et instruite se juge lui-même comme Dieu même le juge, n'est-ce pas ? Donc, l'idée de conscience est une idée extrêmement riche, complexe, complète, qui aujourd'hui a été transformée en quelque chose de tout autre. Donc, il est certain que ceux qui sont attachés à cette idée de conscience, à l'idée de ce tribunal intérieur
que chacun de nous, encore une fois, à condition d'être exercé, instruit, dont chacun de nous est en quelque sorte le titulaire ou le dépositaire, évidemment, les commandements de cette conscience doivent être écoutés par l'agent. Et écoutés avec la prudence et avec les autres vertus de la vie pratique, c'est-à-dire la justice, le courage, la prudence. Donc, nous avons, étant titulaires d'une conscience, nous avons une grande responsabilité parce que, en effet, nous sommes titulaires nous sommes porteurs d'un tribunal, d'un jugement qui vaut parce qu'il est le jugement juste. Donc, évidemment, il faut en faire un usage prudent et juste. Et on ne peut pas en faire usage de façon arbitraire, de façon intempérante, ou alors on retombe dans le sens ordinaire de la conscience. Ma conscience, c'est ce que je crois juste, c'est ce qui me plaît, ce qui me convient, ce qui est à moi. Bon. Donc, là, sur chaque cas, il y a à débattre en soi-même et avec la communauté d'éducation, avec la communauté sociale dont nous faisons partie, ou la communauté religieuse, des circonstances dans lesquelles une conscience individuelle, personnelle, peut refuser d'obéir à la loi ou de pratiquer un acte, par exemple, qu'elle considère contraire au commandement de sa conscience. Et là, c'est l'objet d'un débat moral et politique au sens le plus difficile du terme. Je dirais que je ne réponds pas, je ne vais pas faire la liste des cas où ce serait justifié. Nous n'avons nullement le temps d'entrer dans les détails, mais je crois qu'en effet, il y a des cas où la personne peut légitimement faire valoir une objection de conscience, étant entendu que une vie sociale durable suppose que le nombre de cas où cette objection, où on fait valoir cette objection, soit sérieusement limité. Merci. Juste très rapidement, une seconde question ici à droite, et ensuite on passera à la suite. Pensez-vous que les limites que vous évoquez pour une société pourraient s'appliquer aux médias qui pourtant revendiquent en permanence le droit absolu à l'information et à la communication? Je pense qu'on peut répéter, reprendre la question. Sur le rôle des médias, bon, c'est... Vous savez, le rôle des médias, c'est... je dirais qu'ils sont le reflet, à la fois le reflet et l'instrument d'une opinion dominante. Dans toutes les sociétés, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui comme au temps de Platon, ce qu'on appelle la doxa. Et toute société, d'une certaine façon, pour tenir ensemble, doit avoir quelques grandes idées qui en quelque sorte suscitent une adhésion quasi unanime. Et si on n'adhère pas à cette idée, on est un peu ou beaucoup en dissidence. Donc, il faut accepter qu'il y ait une doxa. Ce qu'on peut remarquer tout de même aujourd'hui, c'est que cette doxa est de plus en plus intolérante et qu'elle, contraint de plus en plus systématiquement, elle réduit de plus en plus systématiquement l'éventail des opinions autorisées et, au moins autant ou plus encore, mais cela revient au même ou au pire, le nombre de termes que l'on peut légitimement utiliser. Donc, en effet, c'est une question particulièrement intéressante de se demander pourquoi, alors que l'on se réjouit de toutes les nouvelles libertés, les nouveaux droits qui ont été acquis, pourquoi l'espace de la libre discussion, du libre débat, qui était en quelque sorte l'honneur des sociétés libérales, démocratiques, modernes, pourquoi la liberté du débat a été incomparablement réduite par rapport à une époque qui n'est pas si lointaine, où nous nous plaignions du pouvoir, par exemple, d'un certain marxisme qui étouffait la liberté du débat. Mais en réalité, si je compare, disons, ma jeunesse au moment présent, dans les années 60, 70, quel que fut le poids
des suites de mai 68, de ce marxisme supposé dominant, la liberté, la variété des paroles, de ce qui était accepté dans l'espace public et ce qui même ne suscitait pas le moindre trouble, cette variété des paroles était incomparablement plus grande qu'aujourd'hui. Donc nous avons une vraie question. Pourquoi cette opinion dominante devient à ce point contraignante qu'on voit bien qu'elle devient, ce n'est pas simplement un fait général de la vie sociale, elle devient un instrument de gouvernement. Un instrument de gouvernement, c'est-à-dire qu'un certain nombre de problèmes sont manifestement difficiles à résoudre pour ceux qui nous gouvernent, et lorsque l'impuissance des gouvernements successifs à résoudre un certain nombre de problèmes est de plus en plus patente, douloureuse, et suscite des réactions de plus en plus, je dirais, inconfortables ou impatientes des citoyens, eh bien, le gouvernement ou cette opinion entreprend en quelque sorte de résoudre le problème en limitant les possibilités d'exprimer les mécontentements ou les sentiments sociaux, ce qui signifie que cette opinion dominante, ce politiquement correct comme on dit, aujourd'hui est devenue non pas simplement un trait désagréable de nos sociétés, mais un fait politique majeur, parce que, je dirais, pour le dire de façon un peu abrupte, on peut dire que une classe politique nationale ou européenne, enfin une classe politique en possession d'État, aujourd'hui, est confrontée aux échecs et aux contre-performances de son gouvernement, suspend d'une certaine façon sa légitimité et son autorité à l'imposition de plus en plus méticuleuse de cette discipline de parole, qui était, on le sait bien, le caractère de régime auquel précisément les démocraties étaient fières de ne pas ressembler.